Je vous remercie d'être tous là, d'être en grand nombre, mais je tiens aussi à remercier toute mon équipe qui a travaillé énormément pour ce colloque, sous la baguette d'Annabelle Dreillard. Et je tiens à ce qu'on les applaudisse également, parce que les intervenants aussi, mais eux, le méritent beaucoup. Je vous remercie pour eux. Troisième mot, je devais faire cette présentation, donc là on rentre dans la présentation, avec Monsieur Laurent Dejoie, qui est le président de l'association de la Sèvre nantaise et des affluents. Monsieur Dejoie est obligé de s'excuser cet après-midi et c'est un gros regret pour lui. Il est retenu par une participation professionnelle, mais en même temps familiale. Il doit inaugurer une salle au nom de son père et vous comprendrez bien que sa présence était absolument obligatoire à cet événement qui se trouvait juste cet après-midi. Donc, pas de chance. Je vais essayer de le représenter au mieux, de me présenter au mieux cette présentation. Et vous lui passerez les messages si ça a convenu. Donc, le thème de cette intervention, c'est concilier préservation du patrimoine et continuité écologique. Et donc, l'exemple de la Sèvre nantaise. L'association de la Sèvre nantaise a été créée en 1978 et ses objectifs, c'était de promouvoir et développer les vallées de la Sèvre nantaise et de ses affluents. Loin, la Moine, certains ont visité ces affluents ce matin, et a mis en place un certain nombre d'actions, de grandes actions, comme les sentiers de grande randonnée. D'ailleurs, il y a un topo guide sur la Sèvre nantaise que je vous invite à venir parcourir quand vous serez en vacances et tout ça. Il y a des paysages fabuleux. Et aussi de découvrir le territoire et puis aussi de sensibiliser les habitants, les touristes, les populations, les jeunes, ainsi de suite, sur le patrimoine naturel et paysager et patrimonial que l'on a de cette rivière. Et puis l'association a eu un acte très fort puisque c'est l'association qui a contribué très très fortement à la création de l'EPTB Sèvre nantaise. Et donc vous comprendrez bien... je voyais bien que je suis le directeur de l'EPTB, je suis en même temps le délégué général de l'association, que les relations sont très fortes entre ces deux organismes. Et puis, depuis 2009, oui, non, c'est suivant, voilà. Non, c'est pas bon. Depuis 2009, si j'en étais là, depuis 2009, excusez-moi, mais bon, vous voyez, hein, c'est difficile aujourd'hui. Depuis 2009, l'association mène une mission de mise en mémoire et de valorisation des moulins et des sites usiniers sur la Sèvre nantaise. On est aidé, on est soutenu par beaucoup d'acteurs, notamment dans le cadre du Plan Loire, où on a beaucoup de soutien. Et la question qu'on s'est posée, que je me suis posée également, c'est quoi un moulin ? Alors, un moulin, c'est, comme vous le voyez, la définition, c'est une installation sur le cours d'eau qui utilise la force hydraulique pour la transformer en mouvement rotatif qui entraîne des machines de production. Sur cette Sèvre nantaise, 136 km de cours d'eau, la Sèvre nantaise proprement dit, 140 moulins ou usines sur 123 chaussées. Donc vous voyez un peu le passé industriel que pouvait avoir cette rivière. Toutes périodes confondues, bien sûr. Donc les moulins sont d'époque médiévale, étaient des moulins à farine, à papier, à foulon ou à temps. Après la Révolution et les guerres de Vendée, puisque vous savez, la Vendée est toute proche, on est dans la capitale militaire de la Vendée qui était Cholet. Et donc on laissait beaucoup de séquelles sur ce bassin versant. Et puis, vous savez que c'était le textile, surtout à Cholet, le fameux mouchoir de Cholet. Donc, les usines étaient majoritairement textiles et s'implantaient à l'emplacement des moulins. Depuis le milieu du XIXe siècle, donc la majorité de ces sites ont cessé leur activité économique, les roues ne tournent plus et sont le plus souvent peu entretenus, voire pas du tout entretenus. Mais ils deviennent un important témoignage de la vie passée de la vallée, de la richesse industrielle de la vallée. Aujourd'hui, on n'utilise plus la rivière comme au XVIIIe ou au XIXe siècle. La rivière a changé, de nouvelles activités se sont implantées.
notamment des activités de loisirs. Les moulins peuvent aussi accueillir de nouveaux usages, comme aussi des activités culturelles. On en a un, par exemple, tout à fait à Laval, à Vertou, qui s'appelle le moulin Gautron. Mais souvent, c'est des habitations, des résidences secondaires aussi, pardon, qui prédominent. Et sur les 140 moulins, il y en a 4 qui encore fonctionnent aujourd'hui, qui utilisent cette force pour ou pro de cette force hydraulique. Tous les autres sites sont en ruine ou sans usage. On parle d'évolution de nos moulins, de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, et puis donc la question, l'hydroélectricité. Donc vouloir faire revivre les moulins en faisant de la petite hydroélectricité peut être pour certains une solution raisonnable. Mais moi, je me pose plusieurs interrogations là-dessus. Entre l'époque où ces moulins se sont arrêtés, souvent au XIXe siècle, nos cours d'eau, on les a transformés, on les a fait bouger. Et je me dis, est-ce que l'hydroélectricité peut-elle fonctionner sur, entre guillemets, ces nouveaux cours d'eau? Ne va-t-elle pas aggraver le mauvais fonctionnement de la continuité piscicole et sédimentaire avec les éclusés? Deuxième interrogation, qui porte sur nos petits cours d'eau du Grand Ouest, est-ce que les débits sont suffisants? Enfin, pour prendre l'exemple de la Sèvre nantaise, il y a en moyenne une chaussée tous les kilomètres. Voire des fois, il y a 3 chaussées ou 4 sur 1 kilomètre. Donc, est-ce qu'il est possible de tout équiper? C'est une question importante sur notre bassin. Et puis, quand on regarde l'état de conservation des composantes du moulin, c'est très varié. Donc, il existe pour certains les bâtiments et l'ouvrage hydraulique qui sont conservés avec un état de fonctionnement. Il y a le bâtiment du moulin et l'ouvrage hydraulique qui sont en ruine ou sont non fonctionnels. Il y a le bâtiment du moulin qui est conservé, c'est la résidence principale ou la résidence secondaire, mais l'ouvrage hydraulique est en ruine et roues et systèmes de production ont complètement disparu. Enfin, l'usine a été détruite alors que la chaussée était conservée. On peut le remarquer, la photo du bas, pardon, qui est en bas à droite. Cet ouvrage est donc isolé, sans usage direct. Quel usage peut-il avoir aujourd'hui? Comme le faire fonctionner pour ne pas pénaliser le milieu? Comment atteindre l'objectif de rivière vivante avec de tels sites? Et par rapport à nos préoccupations de ce colloque, et par rapport à ce que fait l'association de la Sèvre nantaise et le PTB, comment préserver les héritages du passé en prenant en compte la continuité écologique? Donc c'est de répondre à ces deux enjeux. Les moulins font partie du patrimoine bâti technique et historique, à préserver pour demain qu'ils soient protégés ou non. La continuité écologique est un enjeu écologique fort. L'eau est considérée comme un patrimoine naturel à sauvegarder. Vous savez que dans la loi sur l'eau, on mettait l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. L'histoire de patrimoine est importante puisqu'on est dans le patrimoine aussi historique de nos rivières avec les moulins. Aussi patrimoine paysager, naturel. Ainsi, comment les héritages du passé peuvent être préservés tout en prenant en compte la continuité écologique? Donc l'association a proposé plusieurs pistes d'action à mener en dialogue avec, bien sûr, le PTB Sèvre nantaise. Tout d'abord, un travail de mise en mémoire qui a été effectué par l'association. Donc le patrimoine ne sert pas à restaurer, il faut d'abord l'étudier, documenter un bien du passé. L'association a rédigé des fiches d'identité, c'est-à-dire une synthèse historique, technique et architecturale pour chacun des moulins de la Sèvre nantaise, encore présents ou disparus. Pour ce faire, on a des recherches bibliographiques et archivistiques qui sont nécessaires, ainsi qu'un contact avec le propriétaire, bien sûr, du moulin pour consulter ses archives privées. Mais le gros problème, c'est avec les changements de propriétaires qui ont été nombreux dans le XXe siècle, beaucoup d'archives et d'actes ont disparu, ou sont oubliés dans des greniers ou dans des caves. Ce travail de recherche est complété par les données existantes de l'EPTB Sèvre nantaise sur les ouvrages, puisqu'il y avait une base de données qui avait été faite sur les ouvrages, une grille multicritère. Et l'association donc peut apporter aussi des informations sur les règlements d'eau, notamment normalement détenus aux archives départementales,
Ces archives sont importantes pour réaliser des études ou des travaux sur certains ouvrages hydrauliques anciens. Cependant, c'est une critique, c'est que les réformes des services de l'État, que ce soit la suppression des ponts et chaussées, la réorganisation des services, l'évolution des DDE, font que la totalité des actes et des règlements n'ont pas été conservés tels qu'ils étaient à cette époque-là, ou alors ils sont partis aux archives départementales pour partie, et puis il y a certains qui sont disparus, donc vous voyez que la tâche est compliquée. Deuxième action de l'association, c'est la collecte de la mémoire orale, puisque nous avons encore quelques représentants sur notre bassin versant. Vous l'avez vu dans le film tout à l'heure, nous avons un personnage très sympathique sur notre rivière, M. No, que l'on voit en photo également ici. Donc on a mis en place à enregistrer d'anciens meuniers, d'anciens ouvriers lors des entretiens. Un récit de vie est ensuite élaboré. Ce travail avec les anciens permet de recueillir des informations sur la rivière, d'antan, comment ça fonctionnait, notamment avec la faune. Est-ce qu'il y avait des anguilles, combien il y en avait, comment l'eau circulait, est-ce qu'il y avait beaucoup d'eau l'été, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, et ceci, cela. Donc on a beaucoup de renseignements sur ces points-là. Et puis aussi sur l'entretien du système hydraulique. Dernière action à évoquer, c'est aussi l'analyse des sites privés en vente, des sites publics sans usage et des sites privés avec une demande du propriétaire pour voir leur intérêt et leur potentiel de mise en valeur. Par exemple, animation, cristallisation de la ruine, réhabilitation du bâtiment, sans forcément restaurer l'ouvrage. On est toujours dans les deux domaines, on voit le patrimoine, mais aussi on voit aussi le problème écologique. Ces études permettent de comparer les sites entre eux et évaluer leur intérêt. En effet, pour bien conserver, il faut choisir, sinon on conserve mal. Pour mener l'analyse, un groupe de travail a été constitué avec le propriétaire, les élus, le PTB, les syndicats de rivière, l'Office du tourisme, le CAE, et puis un certain nombre de personnes, des historiens également. On en a un dans la salle parmi nous. Ces actions sensibilisent propriétaires et autres au bon fonctionnement du cours d'eau. Chaque site est étudié au cas par cas pour prendre en compte le contexte favorable ou défavorable et puis pondérer les enjeux patrimoniaux et écologiques. Rapidement, deux exemples. Le premier, c'est au Livaux à Gorges. Donc là, c'est une étude sur un moulin à papier et un séchoir à papier qui a été restauré. Suite à l'étude, le syndicat de rivière, qui avait déjà réalisé une rivière de contournement préconisée par l'agri-voyage, a commencé une étude sur la chaussée pour gérer de façon compatible la vanne de décharge, la vanne ouvrière et transparence migratoire. Donc l'association participe au comité de pilotage. Le deuxième exemple, qui est Fleurier à Mortagne-sur-Sèvre, c'est un site industriel qui est implanté sur 2 anciens moulins. Une étude diagnostique et proposition de réhabilitation est commandée par le PTB Sèvres-Nantaise. L'association participe financièrement et techniquement à cette étude. Elle accompagne le cabinet d'architectes pour l'intérêt patrimonial et architectural de certains édifices du site. Une collecte du témoignage des anciens ouvriers de la tannerie qui est en cours également. En conclusion, la rivière, c'est un lieu où s'entremêlent des paysages, de la biodiversité, des hommes, des activités, des acteurs, des enjeux. Il faut savoir aussi que la rivière a toujours été une source de conflits et d'usagers. Pour preuve, les nombreuses archives qui témoignent des conflits d'eau entre les usiniers. Je vous invite à les lire, c'est bien des fois. Donc, travailler sur la rivière en ne prenant en compte que son point de vue est une erreur. Tout conserver, tout restaurer serait très préjudiciable pour la qualité de l'eau, pour la diversité et même pour la mémoire qui devient nostalgie. Il ne regarde plus la société actuelle. Tout détruire, revoir des cours d'eau 100% naturels serait aussi une énorme perte pour la connaissance du passé, pour la compréhension des vallées dans lesquelles nous travaillons, nous habitons. Une concertation donc entre acteurs du patrimoine, acteurs de l'environnement et l'administration avec son grand A permettrait de mieux comprendre la rivière aménagée, de réaliser des travaux sur les ouvrages de façon raisonnée et de mettre en valeur des sites patrimoniaux emblématiques. Comme disait M. Dejoie dans le film, ainsi je pense qu'il faut mettre tout le monde autour d'une table pour exposer ses problèmes, ses arguments, les nécessités de faire telle ou telle action, qu'il s'agisse d'environnement ou d'écologie au sens strict, de développer de l'activité de la rivière économique, touristique ou patrimoniale, parce que ça fait partie aussi de la vie.
Et puis pour finir, avec le PTB Sèvres Nantaise, donc l'association, nous essayons d'agir en commun, de prendre tout l'ensemble de ces problèmes, de concilier patrimoine et continuité écologique. C'est pour ça que les deux structures ont décidé de s'installer dans un moulin qui s'appelle le moulin du Nidois à Clisson, qui est au cœur du bassin versant, qui est prévu pour mars 2013 environ, le temps de la réhabilitation du moulin. Je vous remercie.